Quand ma sœur est tombée gravement malade, j'ai tout de suite su que ma vie allait changer. Elle n'avait qu'une seule demande avant de partir: prends soin de Clara. S'il te plaît. Et j'ai dit oui. Sans réfléchir. Sans mesurer le poids de ce que j'acceptais. Clara avait 13 ans à l'époque. Elle venait de perdre sa mère, son pilier. Et moi, j'étais sa tante célibataire, sans enfant, avec un petit salaire et 2 boulots à mi-temps. Quand on est sorti de l'hôpital ce jour-là, elle s'est accrochée à moi comme si j'étais son dernier repère. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit. Mais elle ne m'a pas lâchée. Et je me suis promis de ne jamais la lâcher non plus. Dès les premiers jours, j'ai compris que ce ne serait pas facile. J'ai dû réorganiser mon petit appartement pour qu'elle ait sa chambre. J'ai vendu mes bijoux de famille pour lui acheter des affaires scolaires, des vêtements, tout ce dont elle avait besoin pour sa rentrée. Et bien sûr, dans la famille, personne n'a proposé d'aide. Mes frères? Absents. Mon père? Présent pour critiquer: c'est pas ton rôle. T'as pas d'enfant, tu comprends pas, mais je m'en fichais. J'étais là. Et Clara aussi. Les mois ont passé. Elle s'est habituée. Elle a repris goût à la vie, à l'école, au rire. Et moi, j'ai commencé à l'aimer comme si elle était ma propre fille. Je travaillais tôt le matin dans une école comme surveillante, et le soir je faisais du ménage dans des bureaux. Je rentrais crevée, les mains usées, mais le cœur plein quand je la voyais réviser, motivée, sourire aux lèvres. Ce qui me faisait tenir, c'était son rêve. Elle voulait devenir psychologue. Elle m'a dit un jour, les larmes aux yeux, comme maman. Je veux aider les gens comme elle l'aurait fait. J'ai senti mon cœur exploser de fierté. Et à cet instant, je me suis dit, peu importe le prix. Elle ira jusqu'au bout. Je ne roulais pas sur l'or, mais chaque centime que je pouvais mettre de côté allait dans un compte à son nom. C'était mon but. Mon projet de vie. Ma raison de me lever tous les matins. Je me disais, plus tard, elle saura. Elle comprendra ce que j'ai fait pour elle. Elle me remerciera. Mais parfois on donne tout, en espérant un retour. Et on découvre bien plus tard qu'on s'est planté. Profondément. Les premières semaines ont été un tourbillon. Clara avait du mal à dormir. Elle se réveillait souvent en pleine nuit, en larmes, appelant sa mère. Je m'asseyais au bord de son lit, je lui tenais la main, et je restais là, en silence. Parfois, elle s'endormait contre moi, comme quand elle était bébé. Et chaque fois, je me disais, je vais la reconstruire. Peu importe le temps que ça prendra. Je n'avais pas les moyens d'être une mère parfaite, mais j'ai tout fait pour qu'elle ait un chez-soi chaleureux. J'ai accroché des guirlandes lumineuses dans sa chambre, affiché des photos de sa mère sur le mur, cuisiné ses plats préférés, même ceux que je ne réussissais jamais vraiment. On avait nos petits rituels. Les mercredis soirs, c'était soirée crêpes devant un film, le dimanche matin, on faisait des brocantes ensemble. Elle souriait de nouveau. Et moi, je me disais que tout ça valait chaque seconde de fatigue. À côté, je continuais à bosser comme une folle. J'enchaînais les heures. Le matin, dans une cantine scolaire, le soir, dans une entreprise de nettoyage. J'avais parfois l'impression que mon corps allait lâcher, mais je tenais bon. Parce que Clara me le rendait. Du moins, au début. Un jour, elle est rentrée avec un devoir sur « les personnes qui nous inspirent ». Elle avait écrit une rédaction entière sur moi. Elle avait mis « Ma tante Élise est la femme la plus forte que je connaisse ». Elle ne m'a pas donné la vie, mais elle m'a donné une deuxième chance. Je l'ai lu en retenant mes larmes, et ce soir-là, je me suis juré que j'irais jusqu'au bout pour elle. J'ai ouvert un compte d'épargne spécialement pour ses études. Je mettais de côté chaque mois, même si parfois je devais me priver de soins médicaux ou de sorties. Clara, elle, ne savait pas tout. Je ne voulais pas qu'elle se sente redevable. Je voulais juste qu'elle puisse rêver sans limite. Et elle rêvait. Elle parlait de psychologie, de neurosciences, d'ouvrir un cabinet pour aider les enfants traumatisés. J'avais l'impression qu'on formait une équipe. Un duo contre le monde. Mais ce que je n'ai pas vu, ou ce que j'ai refusé de voir, c'est que l'adolescence change les gens. Qu'à force de tout donner sans poser de limites,
on peut finir par devenir invisible. Et quand l'université est entrée dans l'équation, quelque chose a commencé à s'effriter. Pas brutalement. Doucement. Presque imperceptiblement. Comme une porte qui se ferme lentement, sans bruit, mais qui finit quand même par claquer. Le jour où Clara a reçu sa lettre d'admission, tout a changé. Elle est rentrée à la maison en courant, les yeux brillants, une enveloppe blanche froissée à la main. « J'ai été acceptée », a-t-elle crié. Je n'ai même pas eu le temps de lire les détails qu'elle s'était déjà jetée dans mes bras. À ce moment précis, j'ai eu la confirmation que tous les sacrifices avaient un sens. Elle allait intégrer l'Institut de psychologie de Lyon, une des écoles les plus cotées du pays. C'était son rêve. Et j'allais le réaliser, coûte que coûte. Le soir même, pendant qu'elle fêtait la nouvelle avec ses amis par message, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai ouvert mes comptes, mes feuilles Excel, mes relevés d'impôts. J'ai calculé, recompté, encore et encore. Les frais d'inscription, les manuels, le logement, les repas, les déplacements. C'était une somme colossale. Mais je me suis dit, je trouverai un moyen. Comme toujours. J'ai appelé ma banque. J'ai renégocié mon crédit. J'ai vendu ma vieille voiture, celle que je gardais par nostalgie. Puis j'ai accepté un poste de nuit, en plus des 2 que j'avais déjà. Ça voulait dire encore moins de sommeil, encore plus de douleur dans le dos, mais je n'y ai même pas réfléchi. Clara avait un rêve. Moi, j'avais une mission. On a visité son futur studio ensemble. Il était petit, mais bien situé. Je l'ai aidé à le meubler, à le décorer. Je lui ai acheté un nouveau téléphone, un ordinateur portable. Elle riait, elle sautait dans tous les sens. Elle disait, « C'est le début de ma vraie vie. » Et moi, j'avais la gorge nouée. De joie, mais aussi d'un petit quelque chose que je ne comprenais pas encore. À la rentrée, je l'ai déposée avec ses valises devant sa résidence universitaire. Elle m'a dit au revoir rapidement. Pas de larmes. Pas de « je t'aime ». Juste un « merci encore ». À plus tard. Et puis, elle est partie. Sans se retourner. J'ai mis ça sur le compte de l'excitation, de la jeunesse. Elle allait vivre seule pour la première fois. J'étais fière d'elle. Mais aussi, un peu vide. Pendant des années, ma vie avait tourné autour d'elle. Et soudain, plus rien. Je continuais à payer chaque mois. Le loyer. Les courses. Les frais. Tout passait par ma carte. J'avais mis en place des virements automatiques. Elle n'avait jamais à demander. Elle n'avait qu'à se concentrer sur ses études. Mais très vite, les appels se sont espacés. Les messages sont devenus plus brefs. Elle disait qu'elle était débordée, qu'elle n'avait pas le temps de rentrer les week-ends. Et un jour, sans prévenir, elle a changé de ton. Plus froide. Plus distante. Comme si elle voulait me faire comprendre que je n'étais plus indispensable. Et moi, je ne voulais pas y croire. Pas encore. Les premiers mois à l'université, je recevais encore quelques appels. Des petits messages de temps en temps, souvent pour me dire qu'elle allait bien, qu'elle était fatiguée par les cours, qu'elle avait rencontré des professeurs brillants. Mais peu à peu, ces messages sont devenus mécaniques. Comme si elle me parlait par obligation, et non par envie. Au début, je me disais que c'était normal. C'est l'euphorie de la vie étudiante, les découvertes, les nouveaux amis. Mais au fond de moi, quelque chose sonnait faux. Je le sentais dans sa voix. Ce ton plus sec, plus impatient. Comme si chaque mot qu'elle m'accordait était un effort. Je me souviens d'un week-end particulier. J'avais prévu de lui faire une surprise. J'avais pris un jour de congé exceptionnel, pris le train, puis le tram, avec un grand sac plein de plats maison et de petites attentions. Je voulais lui faire plaisir. Juste lui rappeler que j'étais là, qu'elle pouvait compter sur moi. Quand elle a ouvert la porte, elle a été surprise. Mais pas dans le bon sens. Elle a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé avec un air agacé et a dit « Tu aurais pu prévenir, je suis en plein rapport à rendre. » Pas de câlin. Pas de sourire. Juste ce regard.
Ce regard comme si j'étais une gêne dans son emploi du temps. J'ai posé le sac dans la cuisine, maladroitement. J'ai essayé de parler, de lui demander comment ça allait, si elle manquait de rien. Elle a répondu par des monosyllabes, les yeux rivés sur son écran. Puis, au bout de 10 minutes à peine, elle m'a dit qu'elle devait retourner travailler. Je me suis sentie de trop. Vraiment de trop. Alors je suis repartie. Le cœur lourd. Dans le train du retour, j'ai pleuré. En silence. Comme une idiote. Parce que j'avais espéré un sourire, un merci, peut-être même un simple « je suis contente de te voir ». Mais non. J'avais été accueillie comme une intruse. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir les fissures. Clara avait changé. Elle ne m'envoyait plus de photos, ne me racontait plus rien. Elle m'appelait uniquement quand elle avait besoin d'argent. Parfois, même pas pour demander, juste un virement inattendu de 300 € avec un message « Je te rembourserai plus tard ». Elle ne m'appelait plus Tati. Elle disait juste « Élise ». Et moi? Je faisais semblant que ça ne me blessait pas. Que c'était juste une phase. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette phase allait se transformer en rupture. Une rupture brutale. Humiliante. Et que le plus cruel restait encore à venir. Je ne saurais pas dire à quel moment précis tout a basculé. C'est souvent comme ça, non? Les choses ne s'effondrent pas en un jour. Elles s'érodent doucement. Et un matin, on se réveille, et on ne reconnaît plus la personne qu'on a élevée. Clara ne rentrait plus pendant les vacances. Noël? Elle était trop débordée. L'été? J'ai un stage en entreprise, c'est essentiel pour mon CV. Elle avait toujours une excuse. Et moi, comme une idiote, je la défendais auprès des autres, elle est ambitieuse, vous comprenez, elle bosse dur. Sauf qu'un jour, en scrollant sur Instagram, oui, j'ai fini par créer un compte juste pour la suivre, je l'ai vue. En maillot, sur un bateau, cocktail à la main, à Mykonos. Stage, vraiment? Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. Parce qu'au fond, j'avais encore cette voix dans ma tête qui me disait « Elle est jeune. Tu fais ça pour elle. Continue. » Mais les demandes d'argent devenaient de plus en plus fréquentes. « Tati, je dois acheter un manuel introuvable, 80 €. Puis, tu peux m'envoyer 250 de plus? On a un séminaire obligatoire. » Une fois, elle m'a carrément demandé 500 € pour une conférence exceptionnelle à Genève avec des professionnels renommés. J'ai envoyé, évidemment. Je me suis privée. Encore. Je n'ai même pas acheté mon manteau cet hiver-là. Et un jour, au téléphone, j'ai osé poser une simple question. Clara, tu te rends compte que tout ça, c'est beaucoup, non? Tu crois que je vais tenir combien de temps à ce rythme? Un silence. Puis sa voix, glaciale. T'avais pas dit que tu voulais que je réussisse? Alors fais pas semblant maintenant. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en pleine figure. J'ai raccroché sans un mot. J'ai posé le téléphone, je me suis assise sur mon canapé, et je suis restée là, immobile, pendant des heures. Comme si tout ce que j'avais construit venait de s'effondrer. Mais même là, je n'ai pas rompu. Pas encore. Je me suis dit, c'est la pression des études. Elle ne se rend pas compte. Elle est perdue dans ce nouveau monde, ce n'est pas elle qui parle. J'ai continué à payer. À m'effacer. Jusqu'au jour de la cérémonie. Le jour où tout allait exploser en plein visage. Devant tout le monde. Et où Clara allait enfin montrer son vrai visage, sans filtre, sans honte. Et la cérémonie de remise des diplômes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Pas pour les applaudissements. Ni pour les robes de diplômés. Mais pour le coup de poignard qu'on m'y a planté, en pleine poitrine. J'avais reçu l'invitation par email. Une invitation impersonnelle. Même pas un mot de Clara. Juste un lien automatisé envoyé par l'université. Mais malgré tout, je m'étais habillée avec soin ce jour-là. Une robe simple, élégante, que j'avais gardée pour les grandes occasions. Je m'étais même offert un brushing chez la coiffeuse du coin, histoire d'avoir l'air un minimum présentable.
Je me suis installée seule, au fond de l'amphithéâtre. Anonyme. Inexistante. J'ai vu Clara défiler, robe noire, sourire aux lèvres, des flashs partout. Elle rayonnait. Et dans un coin de mon cœur, j'ai senti une bouffée de fierté. C'est pour ça que j'ai tout fait. Pour la voir heureuse. Mais cette chaleur, elle n'a pas duré longtemps. Une fois la cérémonie terminée, j'ai voulu la féliciter. J'ai attendu à l'extérieur, un bouquet de fleurs à la main. Elle est sortie avec ses amis, son diplôme à la main. Elle riait, parlait fort, racontait déjà ses projets d'avenir. Quand elle m'a vue, son sourire s'est figé. Comme si ma présence était une gêne. Un rappel embarrassant de son passé. Je me suis avancée, timidement, le bouquet tendu. Bravo, ma chérie. Je suis si fière de toi. Elle m'a regardée. Longuement. Puis elle a lâché, d'un ton sec. Tu as déjà fait ta part. Maintenant, dégage. Silence. Autour de nous, des gens se sont tournés. J'ai cru ne pas avoir bien entendu. Mais avant que je puisse réagir, mon propre père, qui se tenait un peu plus loin, s'est approché en riant. Franchement, Élise, tu n'aurais même pas dû venir. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Le monde tournait au ralenti. Ces deux personnes que j'avais le plus soutenues venaient de m'effacer comme si je n'avais jamais existé. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri. Un sourire froid. Glacial. Celui qui dit « Très bien. Vous venez de signer la fin de quelque chose. Et vous ne le savez pas encore. » J'ai tendu le bouquet à une petite fille dans le public, sans un mot. Puis j'ai tourné les talons et je suis partie. Ce jour-là, je n'ai pas seulement quitté la cérémonie. J'ai quitté leur monde. Et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur petite humiliation publique allait avoir un prix. Un prix bien plus élevé que tout ce que j'avais payé jusque-là. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et je n'ai pas prononcé un mot. Je me suis assise à ma table, dans le silence. Le bouquet que j'avais préparé pour Clara, c'est une enfant inconnue qui l'avait emporté. Ma fierté, elle, était restée au sol, piétinée par ma propre famille. Mais dans ce silence, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était plus de la peine. C'était plus froid. Plus précis. C'était une clarté. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert mes comptes. Mes dossiers. Mes relevés. J'ai tapé, cliqué, téléchargé. Et ce que j'ai vu m'a fait réaliser une chose, ils ne se doutaient de rien. Tout, absolument tout ce qu'ils avaient, Clara, mon père, dépendait de moi. L'appartement dans lequel vivait Clara ? À mon nom. Les virements mensuels pour son loyer ? Programmés depuis mon compte personnel. Les factures de téléphone, d'électricité, d'assurance santé ? Idem. La carte bancaire qu'elle utilisait ? C'était une extension de la mienne. Et le plus ironique dans tout ça ? Même la maison de mon père, celle qu'il prétendait lui appartenir, avait été rachetée par mes soins il y a 3 ans pour le sauver de la saisie. Il ne le savait pas. C'était moi, la propriétaire. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai appelé mon notaire. Maître, j'aimerais faire le point sur tous mes contrats en cours. Et mettre en place quelques modifications. Dès le lendemain, les démarches ont commencé. Discrètement. J'ai stoppé les virements vers le compte de Clara. J'ai désactivé sa carte bancaire secondaire. J'ai notifié le syndic de l'appartement qu'il n'était plus autorisé à accueillir de nouveaux résidents. Et surtout, j'ai déposé un préavis de reprise de biens immobiliers pour la maison de mon père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de messages incendiaires. Je les ai laissés rire. Sans savoir qu'en silence, je leur retirais le tapis sous les pieds. Et au fond de moi, je ressentais quelque chose d'étrangement doux. Pas de la vengeance. Non. De la libération. Pendant des années, j'avais été leur pilier. Invisiblement. Sans reconnaissance. Ils m'avaient jeté comme un mouchoir usé. Très bien. Ils allaient maintenant apprendre ce que ça fait. De vivre sans moi.
Et ce n'était que le début. Le jour où tout a basculé pour eux, c'était une simple journée comme les autres. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Clara venait de rentrer de sa soirée post-diplôme, encore euphorique, persuadée que le monde l'attendait les bras ouverts. Elle avait prévu un week-end de décompression avec ses amis. Champagne, brunch, selfies. Tout sauf la réalité. Elle a appelé un taxi pour rentrer à son studio. Mais, premier accroc. Carte bancaire refusée. Elle a essayé une deuxième. Même résultat. Le chauffeur a fini par la laisser là, furieux, pendant qu'elle appelait son père à l'aide. Arrivée devant son immeuble, encore secouée, elle glisse sa clé dans la serrure, et là, autre surprise. Un avis officiel, collé sur la porte de l'entrée. Une mise en demeure pour impayé. Résiliation de bail en cours. Merci de contacter le propriétaire. Clara rit nerveusement. Elle pense à une erreur. Elle m'appelle, bien sûr. Mais je ne décroche pas. Ni la première fois. Ni la 10e. Et là, la panique commence à s'installer. Elle décide alors d'aller chez son grand-père. Mon père. C'est là-bas qu'elle trouve refuge depuis toujours, pensant que tout ira mieux. Mais en arrivant, c'est un spectacle encore plus déroutant qui l'attend. La maison est dans le noir. Le compteur a été coupé. Pas de lumière, pas d'eau chaude. Sur la boîte aux lettres, une autre lettre, cachetée cette fois. Une notification de reprise du bien par le propriétaire. Délai d'évacuation, 15 jours. Clara entre et trouve son grand-père en train de hurler au téléphone. Il crie après le notaire, exige des explications. Il frappe du poing sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est ma maison. Mais non. Ce n'est pas sa maison. C'est la mienne. Ils comprennent, enfin, que tout était à mon nom. L'appartement, la maison, les factures, les cartes. Tout. Clara s'effondre. Elle m'envoie un message après l'autre. Élise, je t'en supplie. C'est une erreur, hein ? Tu ne vas pas me laisser comme ça ? Tati, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû dire ça. Mais il est trop tard. Ils pensaient que j'étais faible. Ils ont oublié que c'était moi qui les faisais tenir debout. Et maintenant, ils allaient découvrir ce que ça fait. Quand la femme qu'on méprise décide de se relever. Et de les laisser tomber. Les messages ne s'arrêtaient plus. Clara m'a envoyé 17 textos en une soirée. Des vocaux, des mails, même un vieux message privé sur Facebook. Elle a tout tenté. Mais moi, j'ai simplement mis mon téléphone en mode silencieux, et je l'ai posé dans un tiroir. Sans même l'écouter. Je n'avais plus rien à dire. Je n'avais plus besoin d'être entendue. C'était mon tour de me taire, et de les laisser hurler dans le vide. Le lendemain, elle a tenté de m'appeler depuis un autre numéro. J'ai reconnu sa voix dès la première seconde. Elle pleurait. Vraiment. Elle sanglotait, me suppliait. Tati, je suis désolée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était la pression, la fatigue. S'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de toi. Mais moi, je suis restée là. Assise, tranquille, à boire mon café. Et je l'ai écoutée s'effondrer, sans rien dire. Parce que j'avais enfin compris. Pendant des années, j'ai existé seulement quand ils avaient besoin de moi. Pas comme une femme. Pas comme un être humain. Comme un portefeuille. Une béquille. Une présence de secours. Alors cette fois, c'est moi qui choisissais. Et je choisissais le silence. Le plus beau dans tout ça ? C'est que je n'ai même pas ressenti de haine. Juste, une paix. Immense. Je me suis offert un week-end rien que pour moi. Un vrai. Sans obligation. J'ai réservé un hôtel en bord de mer. J'ai mangé dans un bon restaurant. Je me suis offert un soin du visage, un massage. Et pendant que Clara et mon père cherchaient désespérément un moyen de payer leur prochain loyer, moi, je regardais le soleil se coucher sur l'océan, un verre à la main, en me disant : « Tu n'as rien volé.
Tu n'as rien brisé. Tu as juste arrêté de te sacrifier. Et vous savez quoi? C'est ça, le vrai pouvoir. Pas de se venger. Pas de détruire. Mais de reprendre possession de sa vie, après l'avoir donnée à ceux qui ne la méritaient pas. À ce moment précis, j'ai su une chose. Je n'allais plus jamais revenir en arrière. Ils ont mis du temps à comprendre l'ampleur de ce qui leur arrivait. Clara a d'abord cru que c'était temporaire. Un bug. Une mauvaise passe. Elle pensait que j'allais flancher, que j'allais finir par répondre. Elle s'est accrochée à cette idée, jusqu'à ce que la réalité s'impose avec une brutalité qu'elle n'avait jamais connue. Sa banque l'a rappelé, son compte était vide. Son opérateur, abonnement résilié. Son propriétaire, préavis confirmé. Et son grand-père? En pleine crise. Parce que lui aussi venait de tomber de haut. Un huissier est venu coller l'avis définitif d'expulsion sur la porte de sa maison. Le nom du propriétaire en bas du document? Le mien. Il a compris, ce jour-là, que sa propre fille, celle qu'il avait toujours dénigrée, ignorée, rabaissée, était celle qu'il avait maintenue à flot pendant des années. Et que maintenant qu'elle s'était retirée, il coulait. Il a tenté de m'appeler, lui aussi. Une seule fois. Et quand je n'ai pas répondu? Il a laissé un message de 30 secondes. Pas d'excuses. Pas de regrets. Juste. Tu vas vraiment nous laisser comme ça? T'as pas de cœur, en fait. Ironique, non. Moi, la sans cœur, qui les avait nourris, logés, éduqués, soutenus, pendant 10 ans. Moi, la sans cœur, qui avais encaissé les humiliations, les silences, les coups de poignard. Moi, la sans cœur, qui avait juste décidé de me choisir, enfin. Pendant que s'enfonçait, j'avançais. Je me suis inscrite à un atelier de peinture. J'ai repris la lecture. J'ai retrouvé des amis perdus de vue. J'ai commencé à réinvestir dans ma vie, pas dans celle des autres. Clara, elle, a tenté de cacher sa chute. Pendant un temps. Elle postait encore sur Instagram des photos retouchées, des citations positives, des sourires forcés. Mais petit à petit, les stories se sont espacées. Les likes ont diminué. Les sourires se sont éteints. Et un jour, j'ai reçu un message indirect d'une connaissance. Tu sais que Clara bosse dans un petit café du centre? Elle a l'air changée. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de sourire. Pas de méchanceté. Juste de soulagement. Elle commençait, peut-être, à comprendre. Comprendre ce que ça fait de devoir se battre seule. Ce que j'avais fait pendant des années. Ce qu'elle n'avait jamais vu. Et moi, pendant ce temps-là, je respirais. Pour la première fois depuis si longtemps, je respirais librement. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais plus. Une lettre. Une vraie. Manuscrite. Avec mon nom écrit à l'ancienne, au stylo bleu, légèrement tremblant. L'écriture de Clara. Je l'ai retournée plusieurs fois entre mes doigts, comme si elle pouvait exploser. Puis, lentement, je l'ai ouverte. Une feuille pliée en 4. 3 paragraphes. Et une phrase soulignée à la fin. Si tu acceptes de me voir, je serai au petit café où on allait quand j'étais petite. Samedi. À 10h. Je n'ai pas tout de suite su si je voulais y aller. Mais samedi matin, à 9h52, j'étais déjà là. Assise. Une tasse devant moi. Le cœur battant. À 10h03, elle est entrée. Et là, j'ai eu du mal à la reconnaître. Pas à cause de son apparence. Elle était toujours belle, bien habillée. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une humilité que je ne lui avais jamais vue. Une cassure. Comme si, enfin, la vie lui avait montré ce que c'était que de tomber sans filet. Elle s'est assise en face de moi, sans maquillage, les mains tremblantes autour d'un café noir. Et pendant plusieurs secondes, elle n'a rien dit. Juste des larmes. Silencieuses. Authentiques. Puis, d'une voix éraillée, elle a dit. Je sais que j'ai été horrible. Je t'ai craché au visage alors que tu m'as tout donné.
Et je ne mérite même pas que tu sois là. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Elle a continué. M'a raconté comment elle avait tout perdu, comment les gens autour d'elle avaient disparu dès qu'il n'y avait plus d'argent. Comment elle avait dû accepter un job mal payé, vivre en colocation, compter les centimes à la fin du mois. Comment elle avait eu honte. Et là, elle a dit la seule chose que j'avais attendue pendant 10 ans. J'ai compris ce que tu as fait pour moi. Et je suis désolée. Vraiment désolée. Le silence est retombé. Puis j'ai respiré. Et je lui ai répondu calmement. Je te pardonne, Clara. Mais je n'oublie pas. Elle a hoché la tête. Elle savait. Ce n'était pas une scène de film. Ce n'était pas le moment où tout redevient comme avant. Mais c'était un point de départ. Elle ne me demandait plus d'argent. Elle ne me demandait plus de l'aide. Elle demandait juste une chance de réparer. Et pour la première fois, je l'ai vue grandir. Quand je suis rentrée chez moi après ce café avec Clara, je me suis assise dans le silence. Pas pour réfléchir. Pas pour ressasser. Mais pour digérer. Ce moment. Cette boucle enfin bouclée. J'avais passé 10 ans à tout donner. À m'effacer pour qu'elle brille. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce que j'attendais en retour, c'était de la reconnaissance. Mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que la vraie victoire, ce n'est pas qu'elle me remercie. C'est qu'elle comprenne. Et qu'elle grandisse enfin par elle-même. Je ne lui ai pas tendu de chèque. Je ne lui ai pas proposé de reprendre les virements ou de lui rendre sa carte bancaire. Je lui ai juste dit une chose. Tu vas devoir te relever seule. Mais si tu le fais, je te regarderai avec fierté. Et elle a souri. Un petit sourire, fragile. Mais un vrai. À partir de ce jour, je ne l'ai plus portée. Je ne l'ai plus sauvée. Je l'ai laissée se sauver elle-même. Et moi? J'ai tourné la page. J'ai contacté une amie graphiste. J'ai relancé un vieux projet que j'avais abandonné depuis longtemps, ouvrir un petit cabinet de coaching pour femmes oubliées. Des femmes comme moi. Celles qu'on exploite. Qu'on culpabilise. Qu'on rend invisibles. Et qui finissent par croire que c'est normal. Aujourd'hui, je travaille moins, mais mieux. Je dors. Je mange bien. Je ris. Je ne suis plus la tante qui paie. Je suis Élise. Une femme. Une survivante. Une renaissance. Quant à mon père, il vit chez un cousin. Il n'a jamais recontacté Clara. Et il ne m'a jamais remercié. Mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Parce que cette histoire, ce n'était pas une revanche. C'était une libération. Et si vous m'aviez demandé, il y a un an, ce que je souhaitais le plus au monde, j'aurais peut-être dit qu'on m'aime en retour. Mais aujourd'hui, je vous réponds simplement qu'on me laisse enfin vivre. Et maintenant que j'ai repris ma place, je ne la céderai plus à personne.